Bienvenue à tous. Je suis Pascal Lotaz, professeur associé à l'Université de Kyoto. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné du Dr Michael Brenner, professeur émérite en affaires internationales à l'Université de Pittsburgh. Michael, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Eh bien, je suis très heureux d'être de retour avec toi, Pascal. Je t'envie un peu, vivre au Japon et pouvoir bientôt profiter des cerisiers en fleurs. Nous n'en avons pas ici au Texas. Eh bien, les cerisiers vont bientôt fleurir. Mais avant cela, nous avons malheureusement connu cette tragédie avec l'Iran. Et par tragédie, j'entends une violation flagrante du droit international et une guerre d'agression menée par les États-Unis. Nous en avons déjà parlé. Vous m'aviez donné un excellent aperçu de l'histoire du mouvement néoconservateur. Il semble que les néoconservateurs aient une fois de plus remporté la mise aux États-Unis. Pourriez-vous me donner votre analyse de l'origine de cette guerre et votre point de vue sur la situation? Écoutez, il existe certaines vérités fondamentales qui, malheureusement, se trouvent obscurcies dans cette cacophonie de voix, des voix à la fois orales et écrites, qui se concentrent, pour la plupart, sur des détails immédiats ou des spéculations oisives. Je pense que la première chose à dire, c'est que les États-Unis, sous Donald Trump, n'ont pas vraiment modifié l'orientation fondamentale de leur politique étrangère. Ce qu'il a fait, c'est en changer la manière, la rendre plus audacieuse, plus encline à prendre des risques, plus agressive, et avec un accent encore plus marqué sur les moyens coercitifs, qu'il s'agisse de moyens militaires, comme c'est le cas actuellement en Iran, ou de moyens commerciaux et financiers. Sa grande guerre tarifaire contre tous les partenaires commerciaux a commencé, si je ne me trompe pas, dans les 45 jours suivant son entrée en fonction. Et cela nous a donné une indication très claire à la fois de la pensée du président, pour autant qu'elle existe, et de celle de ses principaux collaborateurs, ainsi que des mesures extrêmes auxquelles il était prêt à recourir. Cela dit, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il existe aux États-Unis un consensus sous-jacent, remarquablement large parmi, disons, les membres du milieu de la politique étrangère ou les élites et la classe politique en général. Ce consensus a été formulé pour la première fois il y a plus de 30 ans, à la fin de la guerre froide, dans ce fameux, ou pourrait-on dire tristement célèbre, mémorandum qui exposait en détail une stratégie visant à permettre aux États-Unis d'établir leur domination, voire leur hégémonie au sens littéral, à un coût relativement faible, ainsi que les moyens et méthodes pour l'institutionnaliser. Cela incluait le recours à une action préventive contre toute autre puissance, tout autre État, que l'on pouvait même imaginer acquérir la force nécessaire pour défier les États-Unis. Et cela s'appliquait à l'échelle mondiale. Cette idée était exprimée par une formule utilisée par le Pentagone dans divers documents stratégiques, évoquant le maintien d'une domination dans l'escalade dans chaque région du monde. Ce qui signifiait non seulement une suprématie militaire au sens strict, mais aussi que les points de vue et les intérêts américains devaient prévaloir partout où ils étaient identifiés comme tels. Ce document de 1992 exprimait en réalité des opinions partagées par relativement peu de personnes. Il fut d'ailleurs désavoué par le président Bush, père, et par son administration. Mais il reflétait la pensée d'un noyau volontaire d'individus, des responsables, d'anciens responsables, des membres de groupes de réflexion, des universitaires. Et ce qui s'est passé au cours des 35 années suivantes, enfin maintenant 35 ans, mais je pense que le dialogue que nous avons eu plus tôt a expliqué exactement quand et pourquoi, c'est que les principes et les hypothèses essentielles de ce mémo Wolfowitz, c'est Paul Wolfowitz qui en est l'auteur,
se sont cristallisés et sont devenus la vision fondatrice et consensuelle de l'américanisme, ou de l'élite politique américaine, à cause du 11 septembre. Le 11 septembre a eu des effets très fondamentaux, graves et durables. D'abord, il a révélé pour la première fois, peut-être depuis Pearl Harbor si l'on veut, la vulnérabilité américaine, à un moment où l'on croyait presque universellement que les États-Unis avaient acquis une sorte d'invulnérabilité avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et n'oublions pas que, dans les années 1990, disons en 2001, la Chine n'apparaissait pas encore comme un type de rival systémique des États-Unis, comme elle le deviendrait 10, 15 ou 20 ans plus tard. Ce fut donc un véritable choc pour le peuple américain, pour le système américain. L'un des effets que cela a eu fut de recentrer et de raviver l'intérêt et l'inquiétude quant à la manière dont les États-Unis pouvaient utiliser leur vecteur de puissance écrasant pour, en somme, atteindre les objectifs subjectifs mondiaux consistant à institutionnaliser la domination et le contrôle américain sur les aspects les plus essentiels des affaires internationales. Cela a également servi à justifier un très haut niveau d'intervention, expliqué et présenté sous l'angle de la guerre contre le terrorisme. Bien sûr, il y a eu une guerre contre le terrorisme, mais ce qui aurait dû être en réalité une série de missions et d'opérations de police et de renseignement est devenu une justification pour que les États-Unis fassent étalage de leur puissance dans les régions qui les intéressaient. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à la guerre en Irak, comme nous le savons tous. Je veux dire, tout cela reposait sur un ensemble grossier de mensonges. Saddam n'avait absolument rien à voir avec le 11 septembre. En fait, les groupes djihadistes étaient ses ennemis jurés. Il était leur ennemi, et lui et Oussama Ben Laden entretenaient une relation personnelle profondément hostile. Saddam Hussein et Oussama Ben Laden. Oui, et donc je pense que nous devons comprendre ce contexte et le cadre qu'il a créé. Cela a donné l'élan, on pourrait l'appeler l'élan théiste, à une politique d'application de plus en plus vaste, étendue et intense de la puissance américaine à travers le monde. Hey, petite interruption rapide, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pascalota.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. N'oubliez pas qui est venu après Barack Obama, à qui George W. Bush, le plus jeune, avait transmis le flambeau du leadership américain, celui qui avait envoyé des troupes américaines en Syrie. C'est Obama qui a introduit l'idée des frappes de drones contre des individus identifiés comme ennemis des États-Unis, prétendument des chefs terroristes, une définition qui a été considérablement élargie. C'est Barack Obama qui a impliqué les États-Unis dans l'assaut saoudien contre le Yémen. Sans l'implication directe des Américains, non seulement en matière de renseignement, mais aussi en fournissant des avions pour ravitailler les appareils d'attaque saoudiens, cet assaut qui a duré, 4 ou 5 ans contre les Houthis au Yémen, aurait été techniquement et physiquement impossible. Et les victimes de cette campagne, qui n'a jamais vraiment attiré l'attention, se comptaient par centaines de milliers. Et cela a été confirmé par diverses agences indépendantes, des organisations, les Nations Unies, et ainsi de suite. Cela inclut plusieurs centaines de milliers d'enfants morts de maladies et de famine à cause du blocus auquel nous avons participé. Je le mentionne moins pour son importance stratégique intrinsèque que parce qu'il a démontré jusqu'à quel point les dirigeants américains
de tous bords, étaient prêts à agir de manière agressive sur la scène internationale. Voilà donc le contexte. Cela permet de bien laissez-moi souligner un point important ici. Si l'on devait extraire du mémorandum original de Wolfowitz un ensemble de propositions, ce que j'ai fait dans un article que j'ai rédigé il y a quelque temps, et les comparer à ce qui semble être manifestement la proposition est acceptée, manifestement, mais implicitement, par Donald Trump, parce que Donald Trump est incapable d'élaborer une doctrine ou d'organiser ses pensées de manière cohérente. Mais si l'on mettait un ensemble de propositions de base face à l'autre, elles seraient identiques. C'est pourquoi toutes les visions optimistes exprimées lorsqu'il a fait irruption sur la scène en 2017, puis à nouveau lorsqu'il est revenu au pouvoir il y a un an, à propos de Trump, prétendument opposé à l'interventionnisme de l'État profond, qu'il y aurait chez lui une part d'humanité et qu'il voulait se présenter comme un artisan de paix, et ainsi de suite, n'ont jamais reposé sur une base solide, ni sur des preuves, si ce n'est quelques remarques rhétoriques qu'il avait faites pendant la campagne, que les gens ont prises au pied de la lettre, bien qu'elles aient été contraires à tout ce que cet homme avait fait, dit et montré dans sa personnalité tout au long de sa vie. Et voilà le contexte. C'est aussi le cadre qui explique la passivité avec laquelle la classe politique américaine et les médias ont réagi, ou n'ont pas réagi, face aux gestes de plus en plus, disons, agressifs de Trump, ou à ceux qui se sont produits alors que nous nous repositionnions en l'espace de 13 mois à peine. Et soulignons bien l'extrême gravité de ces actions, n'est-ce pas? Certaines ont commencé sous Biden, d'autres ont été initiées par Trump lui-même. Il y a eu participation au génocide de Gaza. Ce n'est pas rien. Oui, Il y a eu une guerre commerciale contre tout le monde, une guerre tarifaire contre tous, du Lesotho à la Chine, qui n'était pas seulement mal conçue, mais même pas réfléchie. C'était impulsif. C'est sorti des tripes de Trump et des esprits tordus de certains de ses conseillers, comme M. Besson, Navarro et quelques autres. Ensuite, tout s'est accéléré. L'Anschluss au Venezuela, la guerre économique totale contre Cuba, la tentative avortée d'annexion du Groenland, et concernant l'Ukraine, malgré tout le tapage et les déclarations sur la prétendue volonté de Trump de servir de médiateur pour la paix. Comment peut-on d'ailleurs servir de médiateur pour une paix dont on est en réalité l'un des protagonistes, n'est-ce pas? ouais, Mais, comme cela a été démontré, Trump s'est montré à la fois incapable et peu disposé à accomplir les gestes les plus élémentaires nécessaires pour parvenir à des termes de règlement qui auraient même minimalement satisfait les préoccupations et les intérêts exposés à plusieurs reprises par les Russes. Par exemple, dans sa forme la plus cohérente et la plus concise, par Vladimir Poutine dans son discours du 14 juin 2024. Or, aucune de ces actions ou déclarations belliqueuses n'a suscité la moindre opposition sérieuse aux États-Unis, à quelque niveau que ce soit. Et cela reflète deux choses. Premièrement, comme nous l'avons dit il y a un instant, le fait que les prémices fondamentales qui la sous-tendaient, bien que dissimulées par le brouillard de la rhétorique de Trump, étaient partagées par presque l'ensemble de la classe politique américaine. Les fondements étaient donc en place et faisaient consensus. Et cela, bien sûr, valait aussi pour les médias. Et le deuxième facteur, qui explique comment tout cela a pu être fait sans vraiment susciter beaucoup de débats, ni même de discussions sérieuses, était la capacité de Trump à intimider des acteurs complaisants, qu'il s'agisse d'alliés en Europe, de la faible opposition politique, du Parti démocrate
qui partageaient, encore une fois, comme je l'ai dit, la plupart des objectifs et des intentions que Trump poursuivait. Et bien sûr, des médias, qui ont approuvé presque tout ce qu'il a fait. Cela nous amène au moment présent et à l'assaut contre l'Iran, n'est-ce pas? Il n'y a guère de journal, encore moins de rédaction télévisée, qui n'est, d'une manière ou d'une autre, cédé au président, et dans la plupart des cas, non seulement la majorité, mais une très large majorité, a traité cela comme quelque chose qu'il fallait faire et dont on espère qu'il réussira. Il y a maintenant certaines critiques, car cette action n'est pas suffisamment populaire auprès du public américain. 67% des Américains s'opposaient à l'attaque contre l'Iran. Ce chiffre est tombé à environ 60% aujourd'hui, un phénomène très modéré de ralliement autour du drapeau. Les opposants politiques y ont donc vu une occasion et un avantage. C'est principalement pour cette raison. Bien que certains aient eu de réelles inquiétudes quant aux dangers et aux risques de la guerre, que cela a encouragé les responsables politiques à exprimer des critiques. C'est, on pourrait dire, une explication plutôt cynique, mais je pense qu'elle fournit une bonne partie des éléments, une bonne partie de l'explication. Je me suis un peu étendu, Pascal, et je te prie de m'en excuser. Peut-être pouvons-nous maintenant resserrer la discussion et nous concentrer sur ce qui se passe en Iran sous la domination perse. Oui, non. Je veux dire, c'est très très important. Je pense que le point que tu soulèves est essentiel, n'est-ce pas? Tu dis que ce n'est pas seulement la guerre de Donald Trump, ce n'est pas l'action d'un seul homme. C'est le résultat de nombreuses décennies d'accords constants en matière de politique étrangère au sein des cercles d'élite de la politique étrangère américaine, le club de la politique étrangère des États-Unis, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un président fou qui utilise désormais des pouvoirs extraordinaires, même s'il a aussi tendance à bafouer la Constitution et ainsi de suite. Et ce cas particulier est unique. Il fait partie d'une série d'actions qui ont non seulement été prévues, mais planifiées. Et il s'inscrit tout à fait dans la continuité. Peux-tu me dire alors, parce que tu sais, il existe actuellement deux grandes écoles de pensée à ce sujet. Selon un point de vue, les États-Unis seraient essentiellement sous la coupe d'Israël, de Benjamin Netanyahou, qui manipulerait Donald Trump, et en réalité les États-Unis eux-mêmes, depuis longtemps, comme un violon. D'un autre côté, certains, notamment Brian Berletic, affirment que ce n'est pas vrai. Ils soutiennent que les États-Unis se servent d'Israël comme d'un prétexte commode pour mettre en œuvre précisément cela, pour appliquer la doctrine Wolfowitz, pour exécuter les orientations issues de la Rand Corporation, et ainsi de suite, afin de poursuivre cette stratégie hégémonique. Dans cette optique, Israël n'est que la pièce maîtresse de l'un des 3 ou 4 théâtres d'opération, en l'occurrence, bien sûr, le Moyen-Orient ou l'Asie occidentale. Selon vous, laquelle de ces écoles de pensée est la plus juste? Eh bien, je pense que c'est un excellent point, Pascal, et une question essentielle à poser. Du point de vue que nous avons aujourd'hui, il y a clairement une convergence entre les propres ambitions d'Israël, créer un grand Israël, et le désir américain de contrôler, de dominer une zone considérée comme à la fois économiquement et stratégiquement vitale. Pourquoi stratégiquement? Eh bien, c'est une question un peu glissante, car personne d'autre n'était en position de la contrôler ou d'utiliser sa domination contre les États-Unis. Je veux dire, c'est une notion de la guerre froide qui n'a eu aucune base dans la réalité depuis 30 ans. Mais, selon le cadre de Wolfowitz, qui a été assimilé par les élites politiques américaines, cela avait du sens, car c'est une région très importante. Ils sont donc au cœur d'une stratégie mondiale américaine de domination et de contrôle totaux. La relation perverse entre Israël et les États-Unis
entre les élites israéliennes et les élites américaines, la puissance du lobby israélien aux États-Unis, les relations personnelles entre Netanyahou et Trump, tout cela avait une saveur très particulière. Et c'est assez important dans l'ensemble du tableau. Mais je pense qu'à la base de cette relation, il y avait une convergence, comme je l'ai dit, des ambitions des deux parties. Les deux pays étaient dirigés par des personnalités très volontaristes qui avaient chacune une vision grandiose et exagérée de leurs buts, de leurs ambitions et de leurs objectifs. Et dans le cas de Trump, il y avait cette sorte d'optimisme primitif selon lequel tout ce qu'il voulait, il pouvait le réaliser. Donc, vous savez, d'un point de vue historique, je ne pense pas que les événements particuliers des 3 ou 4 dernières années, en remontant à l'ère Biden à Gaza et ainsi de suite, étaient absolument inévitables. Il y a eu le 11 septembre qui a donné à Netanyahou un formidable élan pour poursuivre ses propres ambitions et a eu un impact considérable aux États-Unis. De même, un président américain autre que Trump n'aurait peut-être pas engagé les États-Unis avec autant de désinvolture dans des actions aussi drastiques que celles qui nous ont menés à la situation actuelle, comme le lancement d'une attaque contre l'Iran, qui était totalement insensée et extrêmement dangereuse. Cela dit, même s'il n'y avait pas d'inévitabilité, la logique stratégique était en place et rendait donc cela possible, même si les facteurs immédiats provenaient du caractère et de la personnalité de Netanyahou et de Trump. Ainsi, d'une certaine manière, on pourrait dire que les objectifs de ces deux entités, Israël et les États-Unis, sont différents, mais que les moyens sont les mêmes. Par conséquent, ils créent une sorte de symbiose, un peu comme les sionistes juifs et les sionistes chrétiens, qui ont des buts distincts. Les sionistes juifs veulent une domination juive sur les autres, tandis que les sionistes chrétiens attendent l'Armageddon, où les juifs iraient en enfer et les chrétiens au paradis. Des objectifs différents, mais atteints par les mêmes moyens. Ils coopèrent donc, liés comme les doigts de la main, pour reprendre l'expression de John Mearsheimer. Oui, je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, des éléments intangibles difficiles à cerner. Mais à mon avis, ils sont extrêmement importants, car la psychologie ou les psychopathologies à l'œuvre dévient selon des angles aigus. Je devrais probablement dire angles obtus, non? D'après la pratique historique standard, d'après les normes du comportement international, seuls des fous, des régimes fous, ont suivi la voie qu'ont empruntée Netanyahou et Trump. Il est difficile de trouver des précédents historiques parmi des États, des gouvernements ou des dirigeants que l'on pourrait considérer comme plus conventionnels, plus normaux dans leur conduite. Vous savez, il est toujours risqué d'analyser la psychologie des individus et d'essayer d'expliquer de grands événements uniquement sous cet angle, mais il est tout aussi risqué de l'ignorer. Oui, je veux dire, cela nous ramène à chaque fois à la situation ou à la personne qui, lorsqu'un président élu d'un pays souverain, qui ne représentait aucune menace, n'était engagé dans aucun conflit sérieux avec, dans ce cas, les États-Unis et le président Maduro, détourne le regard face à un génocide, alors qu'il n'existe aucune base historique, ni aucune expérience justifiant que les États-Unis et les Américains en soient les complices. Les Israéliens, compte tenu de leur histoire et de l'endoctrinement qu'ils ont reçu à l'école et ailleurs, vivent dans un contexte socio-psychologique et politique différent de celui des États-Unis. Après tout, ces passions primordiales n'existent pas aux États-Unis. Même parmi les populations juives modernes, qui pour la plupart ont soutenu Israël et le lobby israélo-sioniste, la majorité des Juifs américains sont laïcs et n'étaient certainement pas animés par ce type de passion.
Il n'existe donc vraiment aucun précédent pour bon nombre de ces événements, décisions et évolutions qui changent littéralement le monde et qui nous obligent à repousser les limites de notre réflexion à la recherche d'explications. Oui, je veux dire, c'est bien ce que nous essayons de faire, non? Nous essayons de comprendre les mécanismes par lesquels ces tragédies se sont produites au cours des dernières décennies, n'est-ce pas? Ces guerres à grande échelle, et pas seulement les guerres, mais aussi, n'oublions pas, une étude récente publiée dans The Lancet a montré que les sanctions américaines et européennes tuent un demi-million de personnes chaque année. Un demi-million de personnes meurent uniquement à cause des sanctions. Je veux dire, la violence de masse déclenchée par l'Occident, non seulement par les États-Unis, mais par le fonctionnement de tout le système, est immense, n'est-ce pas? Alors comment, pourquoi et comment cela se produit-il? Et lorsque nous nous interrogeons sur la culpabilité des dirigeants individuels, nous posons cette vieille question, n'est-ce pas? La Seconde Guerre mondiale aurait-elle eu lieu si Hitler n'avait pas été là, s'il avait été tué pendant la Première Guerre mondiale? Cela se serait-il produit? Mais la réponse semble être de plus en plus non. C'est un système. Le système produit les figures de proue qui exécutent ce vers quoi il est orienté. Maintenant, la question de savoir comment ce système fonctionne concerne bien sûr la profondeur et la nature de l'intégration entre Israël et les États-Unis, car il est évident que l'influence va dans les deux sens. Nous le voyons à chaque visite de Netanyahou aux États-Unis. Nous le voyons dans les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui est également un fervent sioniste chrétien. La question est donc, quel cadre d'analyse est le plus utile pour comprendre cela? Auparavant, quelqu'un m'a soutenu, ou nous en sommes venus à la conclusion, qu'Israël pouvait être compris comme une version déchaînée des États-Unis, sans les contraintes de la Constitution. Cela permet la mise en œuvre de choses qui ne seraient autrement pas possibles. D'où la synergie entre les deux entités, ainsi que l'intégration politique à travers le lobbying, et ainsi de suite. Comment essayez-vous de comprendre cette interaction? Eh bien, peut-être que c'est utile. Nous nous concentrons sur les États-Unis, et il y a là des éléments proprement américains. Les privilèges que les Américains s'accordent en tant que nation et que les dirigeants américains accordent au gouvernement des États-Unis. Vous savez, tout cela est enraciné dans cette croyance autochtone qui, d'une manière ou d'une autre, imprègne la culture et la société américaine. L'idée que les États-Unis sont nés dans un état de vertu originel. Il y a là une part de théologie, l'idée que les États-Unis ont été placés ici, pour certains par la Providence, pour d'autres par l'histoire, afin d'être le phare, de montrer la voie vers un monde meilleur et plus éclairé, et de plus en plus d'agir comme un agent en prenant des initiatives pour avancer sur cette voie. C'est profondément enraciné. Cela a d'abord été souligné par Alexis de Tocqueville il y a presque 200 ans. Et j'oublie, je veux dire, les Américains, les États-Unis en tant que pays, ont deux autres caractéristiques historiques distinctives. La première, pas si distinctive, est qu'ils ont toujours eu l'ambition de s'étendre, la destinée manifeste. Après tout, les États-Unis ont déclenché une guerre contre le Mexique, une guerre d'agression destinée à s'emparer d'immenses territoires mexicains. Nous avons commencé avec des mensonges et des déformations, la guerre hispano-américaine, qui nous a conduits dans des territoires coloniaux aussi lointains que les Philippines. Réfléchissez-y. Que penseraient les pères fondateurs américains d'une telle entreprise? Mais c'est un fait, c'est un certain schéma historique. La deuxième chose, proprement américaine, est que les États-Unis n'ont jamais été occupés ni subi les ravages de la guerre. Oui.
Elle a subi des pertes. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, des pertes importantes en Corée, environ 50 000, et au Vietnam, autour de 60 000. Mais elle n'a jamais connu un tel niveau d'humiliation. Et justement le type de souffrance que presque tous les autres pays du monde connaissent, accompagné de la conviction américaine qu'elle peut entreprendre et réussir des projets que personne d'autre n'oserait même envisager. Mais élargissons la perspective et considérons les alliés de l'Amérique, l'Occident collectif, c'est-à-dire l'Europe, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, ainsi que les alliés pratiques et pragmatiques de l'Occident, comme le Japon et la Corée du Sud. Ils partagent certains traits communs. Rappelons-nous qu'après nos années de Covid, et jusqu'à ce jour, les gouvernements et les sociétés européens ont approuvé les atrocités commises par les Israéliens à Gaza et dans l'ensemble de la Palestine occupée. Les dirigeants se sont tous précipités à Jérusalem, non seulement pour saisir ce moment, mais aussi pour lui donner carte blanche afin qu'il fasse tout ce qu'il voulait. C'était comme si, pour employer une analogie grossière, une bande de Hells Angels se ruait pour participer à un viol collectif. Et cette attitude perdure encore aujourd'hui, ce qui est très très étrange, compte tenu de l'histoire de l'Europe d'après-guerre, en particulier de l'Europe occidentale, et de l'apparente institutionnalisation des valeurs éclairées. Même aujourd'hui, les Européens, vous savez, parlent de promouvoir et d'exporter leurs valeurs. Aujourd'hui même, ou peut-être hier, le Parlement européen a décerné pour la première fois ces distinctions à ceux qui promeuvent les valeurs européennes. Parmi les lauréats figurait Zelensky, qui a reçu la plus haute distinction, Bono, du groupe de rock U2, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes douteuses. Il y a donc ici une certaine pathologie, une certaine déviance par rapport à ce que nous comprenions de l'Europe d'après-guerre, qu'il faut placer aux côtés de la psychopathologie et du comportement psychopathe des États-Unis. Mais ce qu'il explique n'est pas facile à dire. Certaines choses leur sont communes, et encore une fois, je pense qu'il s'agit de facteurs permissifs. L'un d'eux est une forme subtile, et parfois pas si subtile, de racisme. Le racisme est un concept très nébuleux et insaisissable. Il a de multiples dimensions et peut prendre une grande variété de formes diverses. Mais il ne fait aucun doute, sur la base des preuves des dernières années, que les pays occidentaux conservent encore un profond sentiment de supériorité, une supériorité morale, par rapport aux autres races. L'élégance de la religion s'y mêle également. Vous savez ce qu'il nous faut? Pas juste... Je ne pense pas qu'on puisse expliquer l'attitude, Mahalia, face aux atrocités commises contre les Palestiniens et leur acceptation universelle, sans en tenir compte. Ou encore un autre point, dans un autre sens. L'obsession croissante des Américains pour la Chine en tant que rivale pour la première place, comme s'il existait un trône dans le monde qui devait être occupé par quelqu'un, et que les États-Unis se croyaient, comme nous l'avons dit, providentiellement destinés à s'y asseoir. Cette obsession pour la Chine n'est pas seulement pragmatique ou pratique. Je pense qu'il est raisonnable de dire qu'il y a aussi un élément racial. Ce n'étaient pas des Allemands. Les Chinois ne sont pas des Allemands, ni même des Russes. C'est une autre race. Et cela, inconsciemment pour la plupart et consciemment pour certains, donne une dimension particulière à l'hostilité envers la Chine, qui n'a rien fait pour provoquer les États-Unis ou l'Occident, tandis que nous avons fait beaucoup pour les provoquer. Revenir sur un accord vieux d'un demi-siècle, conclu entre Mao, Nixon et Kissinger, portant sur la vérité fondamentale selon laquelle Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Et puis, presque du jour au lendemain, nous disons non. Nous voulons que cette île, située à 7 ou 8 000 milles de chez nous,
ne fasse pas partie de la Chine, qu'elle soit indépendante et sous contrôle américain. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Ça l'est. Et il existe très peu de précédents, s'il en existe. Et il y a, je pense, un élément racial lié à cela. Oui, et nous devrions le reconnaître. Ouais, Bien sûr, aux États-Unis comme en Europe, pour des raisons quelque peu différentes, il existe cette animosité profondément enracinée et cette manière de penser discriminatoire à l'égard des musulmans. Oui, et puis permettez-moi d'ajouter que les États-Unis se réfèrent sans cesse à ces petits incidents terroristes des années 1980-90, puis bien sûr au 11 septembre. En Europe, cela tient beaucoup au problème d'assimilation de larges populations musulmanes venues de régions lointaines du monde, en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Les États-Unis, bien sûr, de nos jours, sont plus enclins que quiconque à aller vers les extrêmes. Je vais vous donner un exemple local, ici au Texas, où je réside, pour mes péchés d'une vie entière. Le gouvernement de l'État, dont les hauts responsables et le gouverneur peuvent à juste titre être qualifiés de quasi-fascistes, a tenté de saper le système d'enseignement public en créant un système de bons scolaires. En d'autres termes, il s'agit d'un prolongement du mouvement des écoles à charte et des écoles privées. Nous pourrions nous aventurer dans ce dédale. Quoi qu'il en soit, le système de bons d'études signifie que toute famille peut utiliser une partie de l'argent public pour payer les frais de scolarité d'une école privée, quel que soit le système scolaire. Et bien sûr, les fondamentalistes chrétiens y ont vu un grand intérêt et l'ont fortement soutenu au Texas. Désormais, sur des bases d'une constitutionnalité douteuse, ce dispositif peut aussi servir à payer les frais de scolarité d'écoles religieuses confessionnelles, qu'elles soient catholiques, protestantes, juives ou autres. Mais le décret exécutif publié par notre gouverneur, désormais confirmé par ses adjoints, stipule que les écoles privées ayant le moindre lien avec l'islam, sous quelque forme que ce soit, sont exclues et empêchent même de déposer une demande de certification et d'éligibilité à ces subventions. On ne peut pas faire plus raciste que ça. Est-ce caractéristique de tous les Américains? Non. Mais je pense que le point à considérer, c'est que beaucoup de choses sont désormais faites aux États-Unis par les gouvernements des États ainsi que par le gouvernement fédéral qui aurait été totalement impensable. Quoi? Il y a 30 ou 40 ans. Je veux dire, personne n'aurait pu faire cela à l'époque. Bien sûr, cela sera probablement finalement déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême, malgré ses penchants et ses sympathies pour Trump et la droite chrétienne. Mais en attendant, cela va être appliqué, et le processus de révision judiciaire va prendre des années. oui. Et il y a beaucoup de choses comme ça, je veux dire, regardez, des choses qui sont singulières et uniques dans l'expérience américaine. Quand nous parlons de relations internationales, ce que nous essayons de comprendre, ce ne sont pas nécessairement le racisme ou les penchants violents des individus. Nous cherchons à le comprendre à un niveau systémique, n'est-ce pas? The racism or the violence of violent inclinations of individuals. We try to understand this on the systemic level, right? And what you're pointing out is that there is inherent. Et ce que vous soulignez, c'est qu'il existe un racisme systémique inhérent, non pas au sens woke libéral, mais au sens d'une discrimination profonde qui s'étend sur des siècles en réalité. N'oublions pas que les États-Unis n'existeraient pas sans le génocide des populations autochtones d'Amérique du Nord. Hawaï ne ferait pas partie des États-Unis, et ainsi de suite. Et l'Europe, aussi désolé que je sois de le dire. Mais vous savez, le viol, le pillage et la guerre font partie des valeurs européennes. La seule chose que nous n'aimons pas, c'est quand elles se retournent contre nous-mêmes.
Ainsi, le seul péché reconnu au cours des 100 dernières années, c'est que le génocide des Juifs n'était pas une bonne chose, parce qu'il faisait partie de notre propre société. Mais chaque fois qu'une nouvelle guerre éclate, on voit généralement réapparaître ces déclarations ouvertement racistes. Que ce soit en Ukraine, lorsqu'un journaliste de CNN dit « Mais ce ne sont pas de vrais réfugiés, ils sont blonds et ont les yeux bleus ». Ce sont des gens ordinaires. Et il a utilisé ce genre de formulation, n'est-ce pas? On le voit avec Gaza, lorsque le 7 octobre a été décrit à plusieurs reprises dans les médias comme un génocide, comme la plus grande mort de Juifs depuis l'Holocauste. Et ensuite, avec 100 000 morts à Gaza, il y a encore un débat pour savoir si l'on peut parler de génocide ou non. Et les personnes qui utilisent le mot génocide en Allemagne, certaines d'entre elles sont devant les tribunaux. Elles sont poursuivies pour ce genre de choses. Nous voyons donc comment ces penchants extrêmement mentaux, ces inclinations extrêmement violentes des Européens et des Américains se manifestent, malheureusement encore et encore, dans la manière dont ils abordent leur voisinage proche ou lointain. Et je me demande maintenant, si nous passons pour les 15 dernières minutes environ à l'Iran, quelle est votre analyse de la dernière guerre avec l'Iran? De quoi s'agit-il vraiment? Et comment voyez-vous son évolution? D'accord. Je vais prendre un risque et proposer une explication ou un facteur supplémentaire lié à ce dont il est question ici. Vous savez, pourquoi est-ce la question que vous avez posée et que nous discutons? Pourquoi est-il inconcevable qu'un président américain ait lancé une attaque contre l'Iran? Comment est-il inconcevable qu'un pays comme les États-Unis, et laissons l'Europe de côté un instant, puisse devenir complice d'un génocide moderne? Ces choses n'auraient pas pu se produire, ne se seraient pas produites, il y a 30, 40 ou 50 ans. Qui aurait pensé que, pour revenir à l'Europe, les Européens de l'Ouest suivraient une voie d'abord tracée par Hitler, en déclarant les Ukrainiens honoraires, il disait ariens honoraires, et en collaborant avec les nazis ukrainiens du courant Bandera, n'est-ce pas? Même si l'occupation nazie en Ukraine a conduit au massacre de nombreux Ukrainiens, pourquoi ont-ils été aveugles ou ont-ils détourné le regard devant le fait que des unités clés de l'armée ukrainienne portaient des insignes nazis sur leurs uniformes ou que le gouvernement promouvait l'installation de statues en l'honneur de Bandera? Et ensuite, que le Parlement européen déclare que Zelensky, qui en réalité a été, domestiqué par ces éléments d'extrême droite, est une figure symbolique représentant les valeurs européennes. Permettez-moi donc d'ajouter un autre élément, peut-être fondé sur ma compréhension de ce qui se passe aux États-Unis, mais qui semble se répandre dans tout le monde occidental. Et c'est ainsi que, à mesure que nos sociétés ont progressé, elles ont affaibli leurs liens et perdu leurs repères moraux et économiques. En partie, cela tient au fait que nous sommes devenus des cultures du nihilisme. Vous savez, dans une société nihiliste, toutes sortes de normes, règles formelles, informelles, habitudes, en d'autres termes, tout l'ensemble des éléments qui forment un surmoi collectif, ont vu leur influence sur le comportement individuel considérablement diminuer. Je pense que c'est clairement le cas aux États-Unis. Presque tout est permis, et l'on peut tout excuser pour soi-même ou pour les autres, parce que du point de vue du moi suprême, de l'ego suprême, il n'existe plus aucune limite. Dans le cas de Donald Trump, le narcissisme psychopathologique, n'est-ce pas? Je pense que cela fait partie d'une explication ou d'un facteur de contexte qui aide à comprendre non seulement l'initiation de certaines de ces actions et de ces comportements auparavant inacceptables, car il faut toujours un acte volontaire de la part d'un individu ou d'un groupe, mais aussi la tolérance à leur égard,
leur acceptation. Et cela est certainement en train de changer. Je pense que c'est l'expression d'un phénomène culturel beaucoup plus large. Mais c'est un terrain glissant. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas s'aventurer trop loin, sinon nous risquerions d'y glisser et de tomber, ou de nous retrouver mêlés à quelque affaire de ce genre. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Gardons l'abîme pour une autre discussion. Juste dans les dernières minutes, quelle est votre évaluation de la manière dont les États-Unis abordent leur guerre avec l'Iran et comment vous pensez que l'Iran l'aborde de son côté? Eh bien, je veux dire, la chose la plus frappante, en dehors de l'audace et de la folie de ce qu'ils ont fait, de l'irrationalité, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y en avait pas. Vous savez, comme le souligne Chas Freeman, fort de sa vaste expérience et de ses travaux universitaires et académiques sur la prise de décision, si vous voulez agir de manière logique et raisonnable en tant que chef de gouvernement ou d'État, et particulièrement si vous envisagez la possibilité d'entrer en guerre, vous commencez par définir vos objectifs. Y a-t-il plusieurs objectifs et quelle est l'échelle des priorités? Ensuite, disposez-vous des moyens pour les atteindre, militaires, financiers, politiques, sur le plan intérieur et extérieur. Et quels moyens possède votre adversaire? Enfin, à quelles conditions prévoyez-vous de mettre fin à la guerre? Rien de tout cela n'a été réfléchi ni formulé par l'équipe Trump. Ils sont donc perdus. Vous savez, il est évident que ces idées fantastiques selon lesquelles les Iraniens se soulèveraient contre le régime islamique ont toujours été absurdes, et toute personne connaissant un tant soit peu l'Iran s'en rendait compte. C'était un monde d'illusions habité par Trump et ses principaux conseillers. Et donc, naturellement, lorsque ce rêve chimérique se dégonfle, comme c'est déjà le cas, on ne sait plus vers où se tourner. Les gens disent maintenant que Trump aimerait une porte de sortie. Mais en réalité, Trump n'est même pas sûr de vouloir entreprendre des démarches pour éviter la guerre, car il en paie le prix à tous les niveaux, en termes de popularité, d'élections, et ainsi de suite. Mais c'est un peu comme l'Ukraine, tu sais. Oui, il aimerait désengager les États-Unis, mais il n'est pas prêt à faire la moindre concession qui serait largement perçue comme un échec pour les États-Unis et comme une perte personnelle. Je veux dire, ce qui est le plus intolérable pour quelqu'un ayant la personnalité narcissique de Trump, c'est d'être étiqueté, d'être vu comme un perdant. Et donc, il est très difficile de voir comment il pourrait se sortir du fiasco iranien, alors que toute voie raisonnable pour en sortir, inévitablement, reflètera ce que la plupart des gens, des États et des gouvernements considéreront comme un échec, et les États-Unis, ainsi que Trump personnellement, comme des perdants. Ce qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles je soupçonne, car je n'ai aucune information privilégiée à ce sujet, qu'il n'y aura pas de porte de sortie, ou que l'administration ne considérera aucune option réaliste de sortie dans un avenir proche. Qu'ils continueront à poursuivre la guerre par un moyen ou un autre, sans même exclure la possibilité d'envoyer des troupes au sol, non pas pour occuper l'Iran, car c'est impossible, mais peut-être dans l'idée peu réaliste de s'emparer de la côte et d'ouvrir le détroit d'Ormuz, et ainsi de suite, avec des soldats américains, de l'infanterie et des marines. Pour la plupart des personnes ayant une expérience militaire, c'était presque une impossibilité. Ils pourraient très bien s'engager. Trump et ses associés pourraient très bien s'engager sur cette voie, car en termes purement personnels et au regard de la vision grandiose qu'ils ont des États-Unis dans le monde, perdre ou admettre un échec serait pire. Je ne vois donc aucune raison d'être même modérément ou prudemment optimiste. Vous savez,
lorsqu'une société ou une camarilla dirigeante ou quoi que ce soit d'autre commence à se désagréger et que ses attitudes, ses émotions et ses pensées telles qu'elles sont commencent à diverger fortement de la réalité, alors tout devient possible. N'importe quoi. Et je pense que pour ce qui est d'Israël, il n'est pas impossible qu'ils envisagent au moins d'utiliser des armes nucléaires. Ou bien, ce qu'ils pourraient faire, c'est que si la situation continue de se détériorer, et si à Washington, Trump commençait à prendre au sérieux l'idée de tenter un désengagement, alors Netanyahou irait à Mar-a-Lago et dirait à Trump, « Écoute, nous ne pouvons pas accepter cela et nous utiliserons des armes nucléaires si nécessaire, à moins que tu ne t'engages pleinement et ne sois prêt à intensifier la guerre. » Je ne sais pas comment il réagirait, et cela laisse de côté la possibilité que Netanyahou soit en position de faire chanter Trump grâce à ses enregistrements d'Epstein. Car Epstein enregistrait tout le monde, et il y a sans doute quelque part des vidéos impliquant Trump. Et puisque toute l'affaire Epstein était une idée de la Mossad, il ne fait guère de doute qu'au moins certaines d'entre elles se trouvent dans un coffre-fort en Israël. Maintenant, je ne dis pas que c'est certainement le cas, c'est une possibilité très réelle. C'est une réelle possibilité. Et vous savez, c'est l'une des choses que nous devrons encore explorer à l'avenir. Parce que, vous savez, la présidence Trump, avant tout, a été beaucoup de choses. Mais une chose qu'elle n'a pas été, ou qu'il n'a pas été, c'est assoiffé de sang. Ce n'était pas le genre de personne à dire « nous allons tous les tuer et les massacrer », et ainsi de suite. Maintenant, il le fait. Avec l'annonce de cette guerre, il l'a fait. Et ce changement d'attitude, pour moi, fait partie des choses qui pourraient s'expliquer par un chantage pur et simple. Mais tout cela reste de la spéculation. Michael, nous approchons déjà de la fin de l'heure, donc je tiens à vous remercier beaucoup pour toutes ces explications. Je te remercie, Pascal. J'apprécie toujours énormément nos conversations. Elles sont si stimulantes. Je dois avouer que j'envie le printemps à Tokyo et les cerisiers en fleurs. Après tout, ici, sur les plaines du pays Comanche, au Texas, la chose la plus excitante que je puisse attendre, c'est de voir les vents du printemps et les herbes roulantes dévaler la rue principale. Nous avons déjà parlé des herbes roulantes, et je continue à les imaginer comme quelque chose de paisible, mais peut-être que j'ai une vision trop romantique de l'herbe roulante. Je t'enverrai des photos des cerisiers en fleurs quand ils écloront. Michael Brenner, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Percival.